Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine Culture et Société. Il incarne à lui seul l'idée que rien n'est impossible, tant son parcours est atypique. Ce soir, rencontre avec Antoine Casubolo-Ferraud, avocat au barreau de Paris, mais pas seulement. Instituteur, producteur, écrivain, nous reviendrons sur son incroyable parcours. Spécialiste des affaires compliquées, entre assassinat, corruption, il a tout compilé dans ses livres. Enfin, théorie du complot dans la BD, la sélection de Marcel Petriccioli. Cher Antoine, bonsoir, soyez le bienvenu au rendez-vous. C'est un véritable plaisir de vous accueillir. Vous avez fait bon voyage? Ah, excellent. Excellent. Sachant que j'allais arriver en Corse en plus. Vous étiez déjà venu en Corse? Oui, 3-4 fois, bien sûr, j'adore. Ah, alors merci du compliment. Du coup, c'est un honneur supplémentaire de vous recevoir. Alors Antoine Casubolo-Ferraud, vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous avez accepté notre invitation pour revenir sur votre parcours incroyable, atypique. Faisons connaissance. Vous vivez à Paris. Oui. Vous êtes né en Tunisie. Vous êtes d'origine sicilienne. Vous avez grandi en banlieue parisienne. Et je cite, vous avez mis un petit peu de temps à comprendre votre identité, mais désormais, vous êtes riche de cette mixité. De cette mixité, oui. Ben, en fait, mon parcours, c'est un parcours d'un enfant de la République et de l'école. Voilà. Bon, évidemment, j'ai bien conscience d'être une minorité, mais c'est possible. Aujourd'hui, c'est simple. Au départ, c'est un peu compliqué. Voilà. Oui et non, parce que bon, il y a le CP, C1, CE2, puis petit à petit, quoi. Ça se fait tout seul, naturellement, j'ai eu de la chance, avec voilà. le temps. Il faut reconnaître que j'ai eu de la chance. Mais ça se provoque aussi, la chance. Alors, ce brassage, il se ressent peut-être un petit peu dans votre parcours, qui est pour le moins éclectique. Hein. Avant de devenir avocat, vous avez commencé par l'enseignement. C'était où et c'était quand? Eh ben, c'était en Seine-Saint-Denis, au Bourget, où je fais l'école normale d'instituteur. Après le bac, en 77. En fait, j'ai un rêve quand je suis petit, c'est je veux être avocat. Et j'ai l'impression, on me fait comprendre plus ou moins que c'est pas pour moi. Pourquoi? Et je me dis, parce que ça paraît compliqué, ça paraît difficile, c'est pas dans mon milieu, c'est pas dans mes copains d'école, c'est pas ce qu'on écrit, les autres écrivent sur leurs petites fiches. Et je me suis dit, bon, si j'arrive pas à être avocat, je serai professeur ou journaliste. Donc voilà, j'ai commencé par faire l'école normale parce que l'école normale d'instituteur, l'école normale avant, il y a plein de gens on était payés. Donc ça permettait de faire autre chose, c'est un peu comme le séminaire pour ceux qui croyaient. Donc je fais l'école normale et puis là on est payé. Et puis quand je suis instituteur, je m'inscris en une licence d'histoire et puis je fais Sciences Po et puis je pars aux États-Unis et puis je rêve d'être journaliste et je suis journaliste et puis un jour, j'ai 49 ans et je rencontre un monsieur je lui dis c'est mon grand regret de pas être avocat. Et il me dit mais vous n'êtes pas mort, pourquoi vous avez des regrets? Alors effectivement, j'ai dit vous avez raison maître, puisque c'était un avocat, Francis Chouraki, qui vais finir ce livre pour lequel je le rencontrais, Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France. Et quand j'aurai fini ce livre, je vais faire des études de droit et je travaillerai chez vous. Et aujourd'hui, je porte une robe que Francis m'a offerte, puisque j'ai travaillé chez lui et oui. C'est une belle histoire. J'adore ça. Donc pourquoi choisir? Vous l'avez dit, vous allez devenir journaliste, ça va durer 20 ans. 20 ans, ouais. Vous allez monter une boîte de production et vous allez vous spécialiser dans le documentaire historique. Oui. Et d'ailleurs, votre travail vous vaudra la distinction de chevalier des arts et des lettres. C'était une récompense inattendue. Oui, complètement. Je présentais un film que j'avais produit sur les Juifs dans la Résistance. Et à la fin de cette avant-première, il y a une dame, Pascal Mollet, qui travaillait au ministère, qui est venue me voir et qui m'a dit qu'elle aimerait bien me présenter. Et j'étais bien sûr flatté comme aujourd'hui. Et j'ai demandé à Serge Klarsfeld de me remettre cette médaille. Et c'est un grand moment de ma vie aussi. C'est vrai. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, beaucoup de respect pour Serge Klarsfeld. Alors, vous le disiez tout à l'heure, hein, ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Et pourtant, vous aviez ce regret de ne pas être avocat. Et vous l'avez fait. Oui. Rien n'est impossible, vraiment pour vous. Oui, mais aussi quand on est journaliste, on passe son temps à faire un sujet à fond, passer à un autre sujet, passer à un autre sujet. Et puis à la limite, j'avais rien à perdre. C'était difficile de gagner sa vie quand on est journaliste pigiste. Et puis quand on a un rêve, et puis quand on a envie de relever des défis. Et puis j'ai eu l'impression que, en devenant avocat, en fait, ma vie avant, c'était comme quand on regarde dans un appareil photo, c'était en vrac. Et en devenant avocat, j'ai fait la mise au point. C'est vrai? Ouais, je suis avocat et voilà, ma vie est claire et c'est ce que j'ai toujours voulu être et je suis. Maintenant, vous suivez... Ah c'est chaotique. Hein. C'est pas fini, ah bon? C'est pas fini, mais je suis, ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes l'avocat des victimes du terrorisme. Comment est-ce arrivé?
En fait, je suis un des avocats de l'Association française des victimes du terrorisme. Voilà. Et c'est quelque chose de très important pour moi. Parce que dans mon rêve d'enfant, d'être avocat, je voulais défendre. D'abord, je crois qu'on est avocat par nature. L'injustice me choque. Ce qu'on a fait aux Juifs pendant la guerre me choque. J'ai 10 ans, je vais au catéchisme, j'ai l'impression que je suis coupable. Je suis coupable parce qu'on a fait ça à d'autres, mes voisins de palier, mes copains. Enfin, c'est quelque chose de tellement révoltant. Et pour les victimes du terrorisme, c'est pareil. C'est d'imaginer que je les connais, ces gens. Je connais les parents d'Antoine, de Léocourt, je connais les parents d'Aurélie Châtelain. Ces gens qu'on tue, Cécile Vanier, 17 ans, au Caire, on met une bombe sous le banc. C'est quelque chose d'absolument révoltant. Et j'ai eu la chance de rencontrer Guillaume de Noix de Saint-Marc, qui a créé cette association. Son père était dans un avion, le DC-10, l'attentat qui a eu lieu... Voilà. Et Guillaume, que j'ai croisé chez Francis Kouraki, m'a proposé un premier dossier, puis 2, puis 3. Et c'est devenu une évidence. C'est ma famille. Ouais. Alors, sans trahir le secret professionnel, quelles sont les affaires les plus médiatisées sur lesquelles vous êtes intervenu? Ou celles qui vous ont le plus marqué? Je suis un jeune avocat. Vous en faites des choses. Mais les affaires, elles sont en cours. Je me bats pour Antoine de Léocourt et Vincent Delory. Je voudrais comprendre pourquoi ils sont morts. Quand ils ont été kidnappés et que l'armée française a voulu aller les libérer. Je me bats pour Cécile, pour ses parents, Catherine et Jean-Luc Vanier. Je voudrais bien comprendre et savoir qui a mis une bombe sous un banc. C'est pas possible que ces gens-là soient pas punis. Je me bats pour... c'est Aurélie Châtelain, sa petite fille qui a 4 ans, qui avait 4 ans quand sa maman est morte. C'est insupportable. Voilà, c'est les grandes affaires dans lesquelles j'ai été sollicité par l'association et par ces gens. Et c'est les combats qui sont les combats de ma vie. Alors on sent qu'il y a la passion, forcément, qui est derrière qui vous pousse, qui est un véritable moteur. On va reprendre. Dans le désordre, journaliste, avocat, enseignant, producteur, il manquait écrivain. Corruption, assassinat, mort mystérieuse, ce sont vraiment les 3 sujets que vous avez traités. Bon, mais je ne suis pas écrivain. Ça vous plaît pas? Non, je suis journaliste. Enfin, quand je fais ça, je suis journaliste. En fait, et je n'aime pas écrire. Voilà. Mais il y a un livre qui m'a passionné, c'est La vie de Pierre Goldman. Il écrit en prison en 76 Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France. Et en 76, il échappe à la peine de mort, ce garçon. Encore quelque chose de révoltant. Et quand on lit son livre, on dit mais il est innocent. Heureusement qu'il a échappé à ça. Puis ensuite, plus tard, j'ai eu envie d'écrire sa vie. Et comme j'arrivais pas à l'écrire, on m'a proposé d'écrire un livre avant pour honorer mon contrat d'éditeur. Et donc j'ai fait l'affaire OM Valenciennes. Bon, où j'ai fait dans ce bouquin. Et puis après, quand j'ai fait ce bouquin sur Pierre Goldman, il y a un copain de Pierre qui lui-même allait mourir 15 jours après parce qu'il avait une tumeur au cerveau, et il m'a dit « Ouais, j'ai enquêté sur Coluche, c'est un assassinat. » Alors, bon, je l'ai écouté pour lui faire plaisir. Et effectivement, quand j'ai vu son enquête, j'ai trouvé qu'il y avait des choses bizarres, et j'ai raconté les choses bizarres que j'ai co-signées avec Jean Depucé, l'ami de Pierre Goldman. Encore une histoire incroyable. Mais j'aime pas écrire et je suis pas écrivain. J'ai fait 3 livres de journaliste, point. Alors, moi j'aimerais qu'on parle de l'accident de Coluche. Vous l'avez donc repris, cette enquête. C'est une contre-enquête que vous avez co-signée. Est-ce que cet accident, ça reste vraiment un mystère pour vous? Oui, ça reste un mystère. Sinon, j'aurais pas fait le livre. Mais je ne dis pas. Je ne sais pas. En fait, ce que je dis, c'est que je ne sais pas. Ce qui est étonnant quand même, c'est 2-3 choses qui sont extrêmement choquantes. C'est le fait qu'il y ait constamment, toute la nuit, à partir du moment où Coluche a cet accident, au lendemain, on a l'AFP qui déforme. Alors que normalement, l'AFP, elle informe. Donc ça m'étonne beaucoup. Quand je lis ça, avec 20 ans de retard, 20 ans après. Et puis, et d'ailleurs, 20 ans après, ce que je vais raconter, le journal du dimanche et François l'a raconté. À savoir que c'est pas une zigzag, Coluche il est pas à fond, non, il va tout droit, et il y a un camion qui arrive en face, sans clignotant, Coluche il est là avec 2 copains, et le camion il fait ça, et poum. Voilà, et ça c'est raconté il y a 20 ans, donc moi je le raconte à nouveau, ça m'étonne, parce que tous les journaux que vous lirez, à part le régional de l'étape, qui est Nice Matin, tous les journaux vous racontent ce qu'ils ont lu dans l'AFP, qu'il était fou de vitesse, qu'il roulait à fond. Ça c'est le premier problème, et le deuxième problème c'est la gendarmerie, qui est partout. Elle est partout. Elle est à tel point partout que le chauffeur du camion, il transporte des gravats, et les gravats, ils viennent de la gendarmerie du coin. Donc, à partir de là, moi, j'aurais aimé qu'on puisse me donner à moi, journaliste, tout de l'enquête, tout de l'instruction, tout de ce qu'on peut avoir. Et ça n'existe pas.
Voilà, on vous raccroche au nez quand vous êtes journaliste. Alors que quand on est juge, on vous convoque. Et... Oui, c'est compliqué. Il manque des pans entiers dans mon livre. Donc on ne peut pas dire oui, il a été assassiné, oui, c'est un accident. Moi, je dis bon, il y a ça, ça et ça, j'aimerais qu'on m'explique. Et on ne m'explique pas. Et personne n'a donné de réponse. Non. Alors, quelle différence entre théorie du complot et fake news? Je vous propose qu'on en parle avec Marcel Petrichol qui nous attend à l'autre bout du plateau. Allez, suivez-moi, c'est la rencontre. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Merci d'être au rendez-vous. Alors on va faire les présentations. Marcel, il est libraire, il est chroniqueur culture, littérature et il est spécialiste de la bande dessinée. Alors mon cher Marcel, lorsque je vous ai parlé de théorie du complot, forcément, il vous paraissait évident de nous faire découvrir une... Ah bah oui, j'imagine, il a fallu faire un choix. On commence avec une première BD, Crédulité et rumeurs. Ça nous explique comment faire face aux théories du complot et aux fake news. Oui, alors je vais vous mettre un focus sur cette bande dessinée et surtout sur cette collection qui s'appelle La Petite Bibliothèque du Savoir. Il y a 25 titres dans cette collection. En fait, c'est une collection qui ne s'interdit d'aller dans aucun domaine du savoir, sur la philo, le droit, l'économie, la théologie et j'en passe. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas des récits de fiction, pas du tout. C'est une approche très sérieuse, vulgarisée et ludique des sujets abordés, et là notamment de la rumeur, et surtout ça s'adresse à partir de 16 ans, donc même si on est lycéen, même collégien, un peu plus jeune, ou étudiant, on peut piocher dans cette bibliothèque des savoirs pour simplement faire des enquêtes, des exposés, et aussi enrichir sa culture générale. Alors c'est en fait une première approche, ça nous donne des clés, c'est une entrée dans tous ces sujets. Effectivement là, ça va nous parler de... Allez, comment savoir si c'est une fake news ou pas. C'est traité avec beaucoup d'humour. Ça nous parle d'où viennent les fake news, comment ça se propage. Mais surtout, ça nous apprend à faire un petit peu un travail de journaliste. Mais comment détecter le vrai du faux. Et toujours d'une manière très ludique. Franchement, c'est une petite collection que je recommande à tout le monde. Si vous avez des sujets qui intéressent ou qui intéressent vos gamins, allez-y, c'est aux éditions du Lombard. La Petite Bibliothèque des Savoirs, c'est une pure merveille. Et en particulier Crédulité et rumeurs. Crédulité et rumeurs. C'est d'ailleurs le dernier titre qui est paru dans cette collection. Deux auteurs. Deux auteurs, Krasinski et Bonheur, qui est un sociologue. Voilà. Et à chaque fois dans cette collection, un auteur de bande dessinée est associé à un des spécialistes du genre, que ce soit, comme j'ai dit, la politique, l'écologie ou autre. Alors rapidement, le pitch de cette histoire. C'est pas une histoire, c'est vraiment non, c'est vraiment on décortique. Exactement. C'est presque un manuel. Exact, et c'est pour ça que c'est incontournable. Oui. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que la théorie du complot pour vous, Antoine? Est-ce que c'est pareil que la fake news? Non, c'est pas pareil, parce que la fake news, c'est justement, on a dit le mot rumeur, on a dit le mot crédulité. C'est on sort quelque chose, on donne une info, et si on ne fait pas ce travail d'aller vérifier, si les journalistes ne font pas le b.a.-ba de recouper, on est peut-être éventuellement dans une fake news. C'est quelque chose de faux qu'on n'a pas vérifié. Et ça, on le vit tout le temps. C'est allô, t'es à la télé. C'est des trucs de comptoir, quoi. C'est pour ça. C'est très pénible. Discuter politique en famille, discuter politique dans le comptoir ou de ceci ou de cela, l'immigration. Mais lisez les journaux, simplement lisez et comparez. Et il n'y a plus de fake news. Et c'est ça. Alors, est-ce que la fake news vient alimenter la théorie du complot? Alors, la théorie du complot, c'est différent. La théorie du complot, il s'est passé un fait. Ça, c'est pas une fake news. Quelqu'un est mort, d'accord? Ou on a détruit 2 immeubles à New York, d'accord? Ça, c'est un fait. La théorie du complot, c'est de dire ah ouais, non, mais attends, là, on nous cache tout, là. Là, on nous dit rien. Là, on s'est fait avoir. Là, c'est du maquillage. Là, on est allé sur la Lune, mais pas du tout. Mais tu rigoles. Ça n'a rien à voir. Donc là, on doit... par rapport aux faits, on est face à des gens qui, eux, à ce moment-là, nourrissent le fait de fake news en disant non, il y a un mec qui m'a dit que le dernier qui, le machin. Enfin voilà. Et là, c'est un grand problème parce que, quelque part aussi, dans la théorie du complot fait qu'à la limite, on ne peut plus rien chercher. On ne peut plus rien fouiller. Parce qu'il y a des gens aussi qui savent. Il y a des gens, Coluche. Moi, je l'ai vécu. C'est tous ces grands journalistes. Les gars, ça fait 20 ans qu'ils savent. Et moi, j'arrive, je suis qui, moi? Casubolo Ferro, là, le bichiste de service qui vous dit « Attendez, vous êtes fait avoir ». Non, c'est pas possible, ça. Il y a un milieu aussi. Alors, la théorie du complot, quand on veut écrire ce Coluche, on a peur. On a peur, parce qu'on va associer son nom. Après, il y a des tas de tarés qui vont dire « Oui, Coluche, il a été assassiné. La preuve, il y a un journaliste, avocat qui dit que… » Non. Le problème, c'est de pouvoir réfléchir, chercher,
sur des faits qui ont existé. Et évidemment, on va frôler des tarés, hein. On va frôler des gens dangereux. Mais on sait aussi que le Rainbow Warrior, il n'a pas coulé tout seul. On sait aussi qu'en Corse, les paillotes ont brûlé et c'est pas forcément ce qu'on a dit qui avait fait. D'accord ? On sait aussi qu'il y a des gens qui meurent et on les retrouve pas et on apprend beaucoup plus tard que c'est Odin, par exemple, un banc des gens, la bagnole s'est précipitée contre un arbre. C'était un accident et puis on apprend qu'il avait la même voiture que le trésorier de l'OAS, par exemple. Donc, quand on sait tout ça de l'histoire, il faut pouvoir à la fois faire attention à la théorie du complot et en même temps pas s'empêcher de penser. C'est un juste équilibre. Hein. Oui, c'est compliqué. Donc on a vraiment la méthodologie. Là, on a la méthodologie, justement. Et rumeurs. Alors Marcel, on va poursuivre avec une sélection sortie chez Delcourt qui porte le nom de Complot. Complot, hein, on peut évidemment. Pas faire, évidemment. On ne peut pas faire mieux. Il y a 4 tomes qui sont sortis, mais je m'intéressais plus spécialement à un tome, c'est le Krach de 29. Alors voilà. À partir de là, vous oubliez toutes les versions officielles du livre d'histoire sur le Krach de 29, hein, parce que vous allez voir que la réalité est souvent très très loin. Généralement, ce qui est accepté, ce que nous connaissons. Alors, on est en 29, bien sûr. On sait tout ce qui s'est passé en 29, la bulle spéculative qui a crevé et compagnie. Et voilà. Moi, je vous propose d'aller en juin 1928 à Munich. On va rencontrer un jeune, il s'appelle Ulrich Scholler. Il vient de terminer brillamment des études en économie et en affaires internationales. C'est le meilleur dans son domaine. Il va être contacté et repéré par un certain Joseph Goebbels, qui va l'amener voir des gens dans une adresse, le Berghof, ça vous parle, hein, tout ça. Il va faire connaissance d'un groupe de personnages, et dont le personnage principal s'appelle Adolf Hitler, bien évidemment. Et on se projette en septembre 29, où Ulrich débarque sur le sol américain, à New York, avec un plan, bousculer Dow Jones, faire tomber la puissance de la bombe des USA et ruiner les industriels américains. Alors bien sûr, il s'agit d'une fiction, vous avez compris, c'est basé sur la théorie du complot, mais ce qui est très astucieux, c'est que tout se base sur des faits réels. Il y a effectivement les fondements de Wall Street, mais voilà, c'est pas les fondements, ça a été voulu. C'est Adolf Hitler qui l'a voulu pour justement tout manigancer, récupérer le pouvoir, ce qu'il a fait, bien évidemment. Et ce qui est génial, c'est que ça mêle personnages fictifs et réels. Et ce qui est fou, on sait très bien ce qui s'est passé, on connaît l'histoire, mais néanmoins, c'est tellement bien fait qu'on y croit. Et c'est ça la théorie du complot. Bah oui. C'est exactement ça. On y croit. On se laisse embarquer dans cette histoire et à la fin on se dit pourquoi pas. C'est ça qui est fou. Vous pourriez vous laisser convaincre ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah alors je vous propose de regarder le petit teaser pour vous en convaincre de la bande dessinée. C'est parti. pourrait se laisser tenter. Ça donne envie, non Non, ça fait peur. Ça fait peur. Bon, il ne faut pas y croire. Non, bien sûr. Ça reste de la fiction. Ça fait trop peur. Bon, donc quand même un coup de cœur. Allez, une autre découverte, le bureau des complots. C'est l'histoire d'une agence secrète qui pourrait faire concurrence à Mulder et Scully, disons-le clairement, avec le point de départ, vous en avez parlé, le 11 septembre. Alors ça, c'est un sujet qui a quand même alimenté de nombreuses théories complotistes. Énormément. Ah oui, cette agence est très particulière, parce que c'est une agence qui supplante toutes les autres agences gouvernementales de tous les pays. JFK, c'est eux, la vache folle, c'est eux. Ils ont tout fait, même le FBI et la CIA ne sont pas au courant de cette agence. En fait, on va découvrir cette agence à travers un petit employé complètement banal qui s'appelle Henry. On le voit en train de préparer son nouveau dossier. C'est les attentats du 11 septembre. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est traité sur un ton très cynique. Il y a beaucoup d'humour noir. Et justement, toutes ces théories du complot, par exemple, quand on dit non, les tours n'ont pas pu s'effondrer, la chaleur n'était pas assez suffisante, c'est pas à cause du coréen. Mais il démonte tout ça avec humour,
à chaque fois. Mais non, c'est pas possible, ils n'ont pas pu apprendre à voler en si peu de temps. Donc, et c'est absolument génial. On rigole du début à la fin. Franchement, c'est... Comme quoi on peut rire. Comme quoi, voilà, on peut rire. En fait, il démontre plus qu'autre chose les théories du complot. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que c'est le cynisme qu'il y a dans cette bande dessinée. Alors, les dessins sont très, très minimalistes. Ah oui, c'est très épuré. C'est à l'inverse du très récit épuré, qui est très exactement. Mais ça sert bien le dialogue, justement. C'est froid, c'est glacial, c'est clinique. C'est moi ce qui m'a plu. C'est ce qui vous a plu. Ah oui. Alors, quel type de public, par contre? Ceux qui ont beaucoup d'humour. Surtout ceux qui ont beaucoup d'humour. Parce que c'est ça. Non, mais une agence comme ça, heureusement qu'elle n'existe pas. Heureusement. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est pas faux. On ne dit pas tout. Attention. Donc ça, c'est à découvrir chez Delcourt. Chez Delcourt, tout à fait. Allez, on va terminer avec Sabrina. Ouais. Roman graphique de qui va Drasso. décrire les ravages d'une époque hyper connectée. Exactement. On va découvrir Calvin, qui est un informaticien, qui est à l'armée. Il est très solitaire, sa femme est partie avec sa fille. Voilà, une existence plus que morne. Il y a un ami qui va débarquer chez lui. Cet ami, c'est Eddie, qui lui est complètement détruit depuis que sa fiancée Sabrina a disparu. Enlèvement, meurtre, on ne sait pas, plus de nouvelles. Et puis un jour, sur Internet, va circuler une vidéo où on voit l'exécution de Sabrina. Cette vidéo va tourner en boucle. Et à partir de là, c'est parti, les polémiques, les rumeurs, les fake news, les populistes de tous bords qui vont s'emparer de ça. La famille de Sabrina va recevoir des lettres de menaces. Il y a un déferlement de haine qui va se faire autour de cette affaire. Et le pauvre Teddy, il a deux doigts de péter les plombs. Donc voilà, en fait, c'est une BD qui nous parle de l'Amérique, qui nous parle d'une Amérique malade, des névroses de l'Amérique, qui refuse de se soigner. Et en fait, avec cette BD, il aborde vraiment beaucoup de termes comme l'armement individuel, la puissance des images virales, la diffusion des théories du complot, les ravages des fake news, les ravages d'une époque hyper connectée. Ça a parlé de deuil, ça a parlé de résilience, ça va parler de l'armée. Il y a tout ça dans cette BD. Et franchement, la force de l'ouvrage, c'est dans les descriptions des mécanismes médiatiques et sociaux qui vont permettre aux fake news de s'étendre partout comme ça à travers le pays. Franchement, ça fait peur. Là, par contre, ça pourrait être vrai, parce qu'on peut être victime de fake news. Et moi, c'est un album qui m'a fait froid dans le dos. En plus, là aussi, le dessin est assez clair, très épuré. Ça participe, tout ça à cette ambiance un petit peu froide. Sabrina, et c'est aux éditions aux éditions Pleine Lune. Merci infiniment. Marcel, allez, avant de conclure notre émission, je vous propose de découvrir le questionnaire du rendez-vous. C'est un exercice imposé. François-Régis Gaudry, qui est journaliste et critique gastronomique, a réussi l'exercice. On écoute ses réponses. Présentez-vous en une phrase. François-Régis Gaudry, je suis journaliste gastronomique à la radio, à la télévision, en presse écrite. Et j'ai écrit également des livres de gastronomie. Le rendez-vous qui a tout changé, c'est certainement le rendez-vous que j'ai eu en juin 2010 avec Philippe Ball, qui était à l'époque le patron de France Inter, et qui m'a appelé pour me proposer d'animer pendant l'été une émission de gastronomie. Et c'est un rendez-vous où je suis allé lui présenter un projet. Et je me souviens que Philippe Ball était en train de réparer son téléphone. Et je crois qu'il ne m'a pas regardé une seule fois pendant tout le rendez-vous. Mais en tout cas, il m'a confié cette émission qui existe toujours à l'antenne. On va déguster. Et le pire rendez-vous, c'est un rendez-vous avec un chef dont je tairai le nom, mais qui m'avait convoqué à la suite d'un article pas très tendre que j'avais écrit sur son restaurant dans le magazine L'Express. Et on va dire que le rendez-vous a un peu tourné au vinaigre, pour utiliser une métaphore culinaire, et j'en ai vraiment pas gardé un bon souvenir. Pour réussir un rendez-vous, je sais pas, je pense qu'il faut être soi-même. Ne pas trop parler non plus, c'est important. Laisser parler plutôt. Laisser venir la personne en face, voilà. Alors ça peut être valable évidemment pour un rendez-vous romantique, un rendez-vous professionnel, un rendez-vous amical. Le rendez-vous à ne pas manquer, un rendez-vous à ne pas manquer, je manque jamais mes rendez-vous évidemment avec mes enfants. C'est ce qu'il y a de tout à fait prioritaire. Poser un lapin à une de ses filles, ça me rendrait coupable pendant plusieurs années. Votre premier rendez-vous, c'était où, quand et avec qui? C'était peut-être un rendez-vous au collège avec une amoureuse. Et comme mes parents qui travaillaient à l'autre bout de la ville me déposaient très très tôt à l'école, vers 7h15,
j'avais eu la très très bonne idée de lui proposer un rendez-vous à 7h15, un matin d'hiver où il faisait encore nuit. Et c'était un rendez-vous avec une fille que j'aimais beaucoup à l'époque. Et on avait cette immense cour de récréation pour nous deux. Et c'était très romantique. Et voilà pour le questionnaire du rendez-vous. Merci infiniment à tous les deux. Merci Antoine, merci Marcel d'être venu démonter la théorie du complot. On ne nous dit pas tout. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain rendez-vous à 20h10 ou sur un autre écran. De toute façon, le rendez-vous, c'est où vous voulez et quand vous voulez. Bonne soirée, ciao.